Docteur Valinduc, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. Allez, on commence avec une question d'Arnaud qui habite à Charleville-Mézières. Ce week-end, j'ai été piqué par une tique. Tout va bien pour moi, mais ma voisine m'a dit de faire un signalement. À quoi ça sert, ça ? Et oui, vous n'êtes pas nombreux à savoir qu'il est possible de faire un signalement et en réalité, ça sert à faire avancer la science. Donc c'est tout simple, vous allez sur citic.fr. Citic, C-I, voilà. Quand on a mal au dos, la fameuse citique. Oh là là. Allez, Ah ouais, c'est contagieux, je suis désolé. passez de la musique. Donc oui, citic.fr et parfois on peut même vous demander d'envoyer la tique que vous avez retirée par voie postale pour permettre d'enquêter un petit peu oui, c'est pour faire avancer un peu la science. Donc oui, c'est possible et c'est toujours bien de le faire si vous le souhaitez. Très bien. Docteur, c'est Daniel qui habite à Nantes, en Loire-Atlantique, qui vous dit quels sont les symptômes de l'ostéoporose, quels signes doivent m'alerter. Alors, l'ostéoporose, c'est une maladie qui va toucher la structure et la densité osseuse. Alors, en réalité, il n'y a pas vraiment de symptômes qui disent « hop, j'ai l'ostéoporose ». Non, mais il peut y avoir des facteurs de risque. Si votre maman a une ostéoporose, il y a le facteur génétique. Si vous avez pris des médicaments au long cours tels que des corticoïdes, ça peut également fragiliser la structure osseuse sur du long cours, sur plusieurs semaines, voire mois. D'accord ? Une maladie comme l'hyperthyroïdie, un excès d'hormones au niveau, un dérèglement de l'hormone de la thyroïde peut également provoquer une fragilité osseuse. Donc voilà, ça c'est quand même des critères où on se dit peut-être que j'ai une fragilité osseuse. L'autre souvent. Alors tomber, le fait de tomber, non. Se casser le fait qu'effectivement de se casser des os, c'est plus fragile, c'est ça ? Oui, c'est juste que si par exemple vous tombez de votre chaise ou de votre hauteur et qui normalement n'aurait pas dû causer une fracture. On se dit peut-être que l'os c'est un peu fragile, donc on va penser à une fracture du fémur, à une fracture des deux os de l'avant-bras. Si un simple choc provoque une fracture, c'est quand même qu'il y a une petite fragilité osseuse, et là il faut penser à l'ostéoporose. Très bien. Allez, question suivante de Paul de Paris, qui pourrait être une question, Paul de Lyon, pardon, mais qui pourrait être une question de Maud de Paris. Est-ce que prendre un bain chaud le soir favorise l'endormissement ? Vous faites ça vous, Maud ? Ça m'arrive, fais attention, période de Moi, sécheresse, on économise l'eau. J'en prends plus. C'est bien, Damien. Non, mais alors normalement, non. C'est-à-dire que des douches très chaudes. Non, la chaleur, il vaut mieux éviter la chaleur avant d'aller se coucher parce que, en fait, c'est contre-productif. Quand on va se coucher, normalement, notre corps, il essaie de diminuer la propre température de 0,5 voire parfois 1 degré. Ça détend le bain chaud. Oui, mais en réalité, vous augmentez votre température corporelle. Et quand vous allez vous coucher, le corps qui normalement essaye de diminuer en température, il est déjà au taquet. Donc, vous ralentissez. Ça peut être pas mal aussi. Vous ralentissez le processus. Ça peut empêcher un petit peu l'endormissement. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi que la température de la chambre, c'est 18-19. C'est aussi pour ça que vous dormez moins bien l'été. Parce que l'été, il fait tellement chaud qu'on a un peu plus de... C'est vrai. L'été, on dort moins bien. Oui, parce qu'il fait plus chaud. Voilà. Donc, voilà, il y a au-delà de la température, attention aux lumières bleues des écrans et des téléphones, et puis pas d'excitants. Le soir, le thé, le café, on évite aussi. Et dernière chose, tout ce qui est sport aussi, l'activité physique, sportive, intense. Pas trop tard. C'est sympa les soirées avec vous. Docteur, un excitant de temps en temps le soir, c'est pas mal aussi. De quoi parlez-vous, Damien ? Mais de la question de Badis qui habite à Grenoble. Quand j'étais petit et que je saignais du nez, on me disait de mettre la tête en arrière. Moi aussi, on m'a dit la même chose. Aujourd'hui, on nous recommande de la pencher en avant. Pour quelle raison ? Alors, on la met dans quel sens, vous faites quoi, vous ? Je crois qu'on a tendance à faire ça. Mais non, là, je saigne des oreilles. Mais docteur, on m'a dit ça dans mon enfance. Mais vous êtes grand maintenant, donc non, pas en arrière. Oui, professeur. Non, alors pas en arrière, parce qu'en réalité, quand vous mettez la tête en arrière, le sang va couler dans le fond de votre gorge et généralement, ça peut aller dans l'estomac et donc provoquer des nausées, des vomissements. Donc non, pas en arrière. On met donc la tête en avant, on se mouche un peu pour éliminer les caillots légèrement. Mais ça va couler. Non, vous éliminez juste les caillots, vous mouchez un tout petit peu pour éliminer les petits caillots de sang. Et ensuite, la compression bidigitale avec, vous prenez entre deux doigts comme ça, je vais parler comme ça sur la fin de chronique. Non, avec compression bidigitale, vous pincez votre nez pendant 10 minutes. Et j'ai bien 10 minutes parce que n'essayez pas de regarder si ça coule toujours, non, parce qu'en fait, la coagulation, elle va intervenir au bout de 7 minutes normalement. Donc, en pinçant le nez, restez bien 10 minutes et normalement, le sang, le saignement s'arrête. Si néanmoins, au bout de 10 minutes, ça persiste, on retente une deuxième fois. Mais 10 minutes, c'est long. Mais en fait, c'est des gestes qui, pour vous, vivisiblement, c'était pas enregistré. Mais cette semaine, j'ai eu un... Non, mais vous n'êtes pas les seuls. Vincent, on descend dans la rue, on fait un sondage, 9 Français sur 10 vous disent faut se mettre en arrière. Oui, et j'ai eu un appel cette semaine en régulation au SAMU où il y a eu un saignement et la maman disait mets la tête en arrière. Et en fait, non, c'est vraiment tête en avant, on se mouche, on pince 10 minutes. Et normalement, ça rentre dans l'ordre.
Allez, une petite dernière question rapidement, celle de Nolwenn de Brest qui dit: est-ce qu'arrêter de fumer fait forcément grossir? J'ai envie de vous dire non. En réalité, ce qui va vous faire grossir, c'est si vous changez. En fait, il ne faut pas changer son mode alimentaire. Donc, le fait d'arrêter de fumer, généralement, on peut avoir envie d'aller dans le frigo. On ou- compense le geste. On dit que la nicotine coupe l'appétit. C'est pas vrai? C'est surtout que je pense qu'il y a aussi le geste qui manque. Ah, oui. Il faut, quand vous savez pas quoi faire de vos mains, généralement, voilà, vous allez chercher à On va manger. grignoter. Non, donc on fait attention à son alimentation, on reprend l'activité physique. C'est vraiment, il faut s'occuper l'esprit toujours en mouvement. Donc en Et- fait, la moralité, c'est pas une fatalité. On ne Non. grossit pas forcément quand on arrête de fumer. Et dernière chose, vous pouvez demander à votre médecin traitant, et Tabac Info Service, ils ont aussi donné d'énormes solutions pour vous aider à contrer ce manque et vous permettre d'arrêter de fumer.